Ils m'appelaient la jumelle en trop. Aujourd'hui, je vis librement, pendant que leurs messages restent sans réponse. La cuisine sentait légèrement le pain grillé brûlé et le produit citronné. Une tasse ébréchée trônait au centre du comptoir, avec un mot plié coincé dessous, comme un insecte emprisonné. Parti à la plage avec Allison et ses amis, ça. Joyeux anniversaire. Voilà une carte de 50 dollars. Bisous. Je l'ai lue une fois, puis une deuxième. Les mots se mélangeaient. Peut-être qu'en clignant fort des yeux, ils allaient changer. Peut-être qu'ils allaient surgir du garde-manger en riant. Peut-être que c'était une mauvaise blague. Le silence a répondu. Une seule goutte a résonné dans l'évier, la même fuite que je suppliais papa de réparer depuis des mois, celle qu'il disait pas si grave. Elle a goûté encore, et encore. Un métronome creux marquant les secondes pendant lesquelles une partie de moi mourait. Les murs se rapprochaient, tout à coup trop nus, trop immobiles. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel manqué. Aucun message. Pas de «j'arrive bientôt», ni de «désolé, un peu de retard». La chaudière s'est mise en marche en râlant, me faisant sursauter. C'était vraiment ça? Après 21 ans à essayer d'être à la hauteur, les bonnes notes, les trophées, les bourses, je valais juste un mot impersonnel et une carte cadeau glissée sous une tasse abîmée? Je me suis assise lourdement sur le tabouret près du comptoir, le métal froid contre ma peau. La carte est tombée au sol. Une partie de moi voulait hurler. Une autre voulait juste s'effondrer sur le carrelage et disparaître. Mais je suis resté là, à écouter le goutte à goutte. Goutte, goutte, jusqu'à ce que ce soit la seule chose que j'entendais. Quelque chose de fragile s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas violemment, juste, définitivement. Je me suis levé lentement, les mains étonnamment calmes. J'ai ouvert le placard du couloir, sorti le vieux sac de voyage que j'utilisais pour les sorties scolaires, jeté quelques vêtements, la photo de moi à la remise des diplômes, celle où personne n'était venu, une brosse à dents, mon ordinateur portable, un pull froissé, pas d'hésitation, pas de regard en arrière. La porte s'est refermée doucement derrière moi. Personne n'a remarqué. Personne ne m'a appelé. La maison, comme toujours, est restée silencieuse. En sortant dans le crépuscule, le sac lourd sur l'épaule, une pensée m'a traversé, plus tranchante que la peine. Peut-être qu'il ne m'avait pas oublié. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vu, tout simplement. Ma bouche s'est asséchée, comme si j'avais avalé de la poussière. J'ai regardé ma mère, cherchant dans son visage un rire, un démenti, ce n'est pas vrai, ferme et rassurant. Mais elle n'a rien dit, pas un mot. Juste un hochement de tête. Ce petit geste discret mais dévastateur. Et les larmes sont venues, régulières, silencieuses. Pas des sanglots, non. Plutôt comme si la culpabilité avait finalement brisé le barrage, sans rien pour la retenir. Je ne pouvais pas parler. Ma voix s'était coincée quelque part entre mes poumons et mon ventre. L'homme, cet inconnu qui n'en était apparemment pas un, a fait un pas en avant. Pas trop près. Juste assez pour être entendu sans élever la voix. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je te le jure. Si j'avais su, il n'a pas terminé. Peut-être qu'il savait qu'aucun mot ne pouvait réparer ce qui était déjà brisé. Je me suis tourné vers elle. Est-ce qu'il est dangereux? J'avais besoin de quelque chose. D'un motif, d'un repère, d'une raison pour expliquer pourquoi on m'avait caché ça toute ma vie. Elle a secoué la tête. Non, non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Elle m'a regardé comme si elle ne le savait pas non plus. L'homme a baissé les yeux. J'aurais été là, a-t-il dit. Pour tout, si j'avais su. Sa voix tremblait comme la mienne quand j'essaie de ne pas pleurer devant les autres. Cette ressemblance m'a donné la nausée. Je me suis reculé vers le couloir. Mes clés étaient toujours dans ma veste de travail. Attends, est-ce qu'on peut juste s'asseoir? Sa voix s'est brisée. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe quand la personne en qui tu avais le plus confiance devient celle qui te brise. Ce n'est pas tout de suite de la colère, c'est du vertige, comme si la pièce tournait, et que toi, tu restais figé au milieu. Je vais chez Josh, ai-je murmuré, déjà presque à la porte. Elle m'a suivi. Chérie, s'il te plaît, juste. Mais j'étais déjà parti. La poignée froide dans ma paume, l'air chaud et lourd dehors, comme si l'été se moquait bien que tout mon monde venait de s'écrouler. La première année sans eux, c'était comme apprendre à respirer sous l'eau. J'avais loué un petit studio au-dessus d'une boulangerie, où la peinture s'écaillait dans les coins et où le radiateur toussait comme un vieux monsieur pendant la nuit. Les meubles venaient tous de brocante, un canapé affaissé, une table basse gravée de souvenirs qui n'étaient pas les miens. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi.
Les nuits se confondaient les unes avec les autres, remplies de tableurs, d'emails tardifs, de restes froids posés sur mes genoux. Personne n'a applaudi quand j'ai eu ma première promotion. Personne n'a collé mon relevé de notes sur un frigo. Pour mon anniversaire suivant, je me suis acheté un petit gâteau. Et j'ai même oublié d'allumer la bougie. Parfois, dans l'obscurité épaisse et silencieuse, je faisais défiler les réseaux sociaux d'Allison. Coucher de soleil sur la plage. Pyjama de famille assorti. Des légendes du type «La famille avant tout, toujours». Je ricanais. Je jetais le téléphone de côté comme s'il me brûlait les doigts. «Tu ne les regrettes pas», je murmurais au plafond. «Tu es libre». Et peut-être que la plupart des nuits, j'y croyais presque. Jusqu'à ce que le téléphone sonne. Il était tard, 7 heures floue entre la nuit et le petit matin. L'écran s'est illuminé. Numéro inconnu. J'ai hésité, le pouce suspendu. Personne de bien appelle à cette heure-là. Mais j'ai décroché quand même. D'abord, juste une respiration à l'autre bout. Puis, un raclement de gorge. «Salut, c'est Jeff, ton oncle». Ma bouche est devenue sèche instantanément. Il n'a pas demandé comment j'allais. N'a même pas fait semblant de s'y intéresser. «Ils ont eu un accident», a-t-il lâché, les mots se bousculant. «Un camion, c'est grave. Ils demandent après toi». Des centaines de réponses se sont pressées dans ma tête, coincées derrière mes dents. Quel accident? Celui où ils m'ont oublié? Quelle collision? Celle où ils ont détruit tout l'amour que j'avais pour eux? Je n'ai rien dit. «Non, tu devrais venir», a-t-il ajouté, presque à contre-cœur. Ils, ils ont besoin de toi. La ligne bourdonnait entre nous, comme une bête blessée. Je les ai imaginés dans des lits d'hôpital, petits, fragiles, humains, et je me suis détesté de les imaginer ainsi. «Je vais y réfléchir», ai-je murmuré, même si ce que je voulais dire, c'était «Où étaient-ils quand moi j'avais besoin d'eux?» Jeff a soupiré, soulagé, comme un homme qui venait de déposer un lourd fardeau sur les épaules de quelqu'un d'autre. «Hôpital Sainte-Marie, chambre 204. Viens vite». L'appel a pris fin. Le silence s'est refermé autour de moi. Je suis resté là, le téléphone pressé contre ma poitrine, fixant la petite fissure qui serpentait au plafond. Est-ce que j'étais sans cœur si je ne venais pas? Ou faible si j'y allais? Dans tous les cas, je sentais qu'une chose terrible, quelque chose d'irréversible, était déjà en train de bouger en moi. Les murs de mon petit appartement semblaient se pencher, attentifs, comme s'ils attendaient que je fasse un choix. L'hôpital sentait l'antiseptique. Et autre chose. Quelque chose de plus lourd, de plus humain, de plus âcre. Une odeur qui restait accrochée au fond de ma gorge. J'ai failli faire demi-tour sur le parking. Failli continuer à marcher dans le crépuscule, là où personne ne me connaissait comme la fille qu'on avait laissée derrière. Mais mes pieds ont continué d'avancer. Chambre 204. Chaque pas dans le couloir résonnait trop fort, comme si je m'introduisais dans un endroit où je n'avais pas ma place. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée avec le côté de la main. Il semblait plus petit. Le visage de maman était gonflé et couvert d'échymoses, comme du pain trop cuit. Le bras de papa pendait dans une écharpe, une ligne rouge rugueuse cousue en travers du front. Il a sursauté quand la porte a grincé, comme si même le bruit lui faisait mal. Leurs regards m'ont trouvé. Pas de soulagement, pas de larmes, pas d'excuses. Juste un sourire raide, presque mécanique, de la part de maman. Papa a raclé sa gorge. «Tu es venu», dit-il, comme s'il n'y croyait pas. La chaise près de la fenêtre a raclé le sol quand je l'ai tirée. Je me suis assise, laissant un vide béant entre nous. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Les machines bipaient régulièrement. Une infirmière riait quelque part dans le couloir. Dehors, une corneille croassait, stridente. Maman a bougé dans le lit. «On est content que tu sois là». Le genre de content qu'on dit au plombier venu réparer une fuite. J'ai hoché la tête une fois. Ma voix semblait enfermée derrière mes côtes. Papa a soufflé par le nez. On déteste demander, mais il a jeté un regard à maman, qui a fait un léger signe de tête. On est à sec pour les factures. Plus d'assurance. L'hôpital, c'est cher. Encore un silence. Tu as toujours été bonne avec l'argent, a ajouté maman rapidement, comme si me flatter maintenant pouvait effacer 21 années de silence. J'ai cligné des yeux lentement. Vous voulez que je paie? Ils se sont échangés un regard, ce même langage silencieux qu'ils utilisaient toujours quand il s'agissait de moi. La mâchoire de papa s'est tendue. Temporairement, dit-il. Juste le temps qu'on se remette. Tu récupéreras tout, comme si la confiance pouvait se recoudre, proprement, comme des points de suture. J'ai regardé le mur vert pâle derrière eux. Des fissures s'étendèrent dans les coins.
Une tache d'eau s'étalait au plafond comme un bleu. Vous avez appelé Allison d'abord, ai-je dit doucement. Le visage de maman s'est crispé, une seconde à peine. Une fissure dans son masque. Elle est occupée. 2 enfants maintenant, tu sais. Des responsabilités. Mais ce ne sont pas ses enfants, ai-je répliqué, plus sèchement que prévu. Papa a grogné. Quand même, elle a une famille, une vraie vie. Et moi? J'en ai pas, peut-être? C'est sorti tout seul. Papa avait l'air las. Tu vois ce qu'on veut dire? Non, je ne voyais pas. Peut-être que je n'ai jamais vu. Il me regardait comme on regarde un distributeur qui a avalé leur billet, frustré, résigné, vaguement agacé. Maman s'est encore agitée, grimaçant. S'il te plaît, dit-elle, la voix fêlée. On n'a personne d'autre. Un millier de souvenirs me sont revenus. Anniversaires oubliés, victoires ignorées, années passées dans l'ombre d'Allison, jusqu'à oublier ce que c'est que la lumière. J'ai tout avalé. J'ai besoin de temps, ai-je dit enfin, pour réfléchir. La bouche de papa s'est serrée en une ligne fine et fatiguée. Maman a fermé les yeux, comme si elle ne supportait pas de me voir partir encore une fois. Mais je suis parti. Je me suis levé lentement, la chaise grinçant derrière moi. À la porte, je me suis arrêté. Vous ne m'avez même pas demandé si j'allais bien, ai-je lancé, presque comme une conversation ordinaire. Même maintenant. Ils n'ont pas répondu. J'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur, la poitrine haletante, comme si j'avais couru 1 kilomètre. Quelque part en moi, une tempête faisait rage. Le devoir griffait la survie, la culpabilité luttait contre la dignité. Quelle sorte de fille tourne le dos à ses parents en sang? Quelle sorte de parents n'appellent leur fille que quand ils ont besoin de son chéquier? J'ai posé mon front contre le plâtre froid, espérant pleurer, ressentir autre chose que ce vide douloureux. Rien n'est venu, juste le léger bip des machines et le bourdonnement sourd du monde qui continue de tourner, indifférent à nous tous. L'appartement bourdonnait de ce genre de silence trop vaste pour une seule personne. J'ai jeté mon sac sur le canapé affaissé, enlevant ma veste comme si elle pesait 1 tonne. L'horloge de la petite cuisine semblait tic-taquer plus fort que d'habitude. Peut-être parce que mes pensées faisaient encore plus de bruit. J'étais sur le point d'ouvrir le frigo quand mon téléphone a vibré, glissant un peu sur le comptoir ébréché. Numéro inconnu. Encore. Mon estomac s'est noué. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était peut-être l'oncle Jeff. Ou pire, ma mère, essayant de me culpabiliser pour retourner à l'hôpital. Peut-être Allison elle-même, débarquant avec ses promesses vides sur «la famille d'abord». Mais quand j'ai déverrouillé l'écran, ce n'était pas un appel. C'était un message. De Becky. Son nom m'a frappé comme un éclair venu d'une autre vie. Les couloirs du lycée, les rassemblements sportifs, les casiers qui claquent. J'ai ouvert le message, le pouce tremblant sans raison. J'ai vu que t'étais revenu dans le coin. Dingue, hein? Tu te souviens comment Allison soudoyait M. Weaver pour ses notes à l'époque? L'argent achète vraiment tout, on dirait. J'ai cligné des yeux. Lu encore. Et encore. Les mots restaient là, froids et brillants sur l'écran, brûlant un trou dans tout ce que je pensais savoir. Monsieur Weaver, le mentor d'Allison, le prof qui la couvrait d'éloges à chaque cérémonie de remise de prix, qui avait rédigé ses lettres de recommandation parfaites, qui m'avait dit un jour, avec un sourire crispé, peut-être que les études, ce n'est tout simplement pas ton truc, ma chérie. Un goût amer m'était monté à la bouche. J'ai répondu, les doigts sur Ed. T'es sérieuse? 3 petits points sont apparus. Puis, promis. Ma cousine bossait au secrétariat. Weaver recevait des cadeaux de certains parents. Devine qui était tout en haut de la liste. Le sol s'est dérobé sous moi. Donc ce n'était pas moi. Ce n'était pas que je n'étais pas assez intelligente, pas assez douée. C'était truqué, depuis le début. Toutes ces nuits passées à étudier jusqu'à en avoir les yeux en feu. Tous ces matins où j'entrais au lycée avec l'estomac noué d'espoir. Tous ces prix que je n'ai pas eus, ces bourses qu'on disait que j'avais presque eues, ces discours sur le fait de faire plus d'efforts. Je grimpais un escalier qui menait nulle part, pendant qu'Allison prenait un ascenseur droit au sommet. La pièce s'est floutée un instant. Je me suis laissé tomber sur le bord du canapé, le téléphone toujours dans la main comme une bouée que je ne savais plus si je devais lâcher ou m'y accrocher. Un autre message de Becky. Désolé que tu la prennes comme ça. Il y en a, ils sont juste nés gagnants, hein? J'ai fixé l'écran jusqu'à en avoir mal aux yeux. Non, ai-je pensé avec amertume. Il y en a, ils sont juste nés avec des parents prêts à tricher pour eux. Il y en a d'autres qui sont juste nés invisibles.
Le chauffage s'est mis en marche dans un cliquetis grinçant, soufflant une chaleur fade sur mes jambes. Dehors, la ville bourdonnait comme une machine qui se fiche bien de savoir si tu réussis ou pas. Et cette réalisation s'est installée dans ma poitrine, froide et implacable. Je ne me battais pas contre Allison. Je ne l'avais jamais fait. Je me battais contre un mensonge parfaitement emballé, soigneusement fabriqué. Et peu importe combien je me débattais, combien je brillais, ils choisiraient toujours l'illusion, au lieu de leur fille réelle, imparfaite, bien vivante, juste là devant eux. Le plafond fissuré me fixait, ses lignes brisées s'étendant comme des questions restées sans réponse. Je me suis tourné sous la couverture trop fine, le tissu soudain trop lourd, l'air trop immobile. Le sommeil flottait quelque part, juste hors de portée, cruel et moqueur. C'était ça le deuil. Pas celui qui vous déchire en sanglots incontrôlables, mais l'autre. Celui qui s'installe dans les os, comme le froid. Celui qui ne demande pas à être vu, qui n'a pas besoin de témoins. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit. L'écran s'est allumé dans l'obscurité. Le nom de Becky brillait comme un défi. Je pouvais l'appeler, tout entendre. Chaque pot de vin, chaque mensonge. Chaque fois où ils avaient choisi Allison pendant que je souriais, à travers mes dents serrées, feignant de ne rien voir. Mon pouce est resté suspendu au-dessus de son nom. À quoi bon? Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que les morceaux du passé s'emboîteraient enfin si je savais exactement où toutes les fissures avaient commencé? J'ai verrouillé l'écran et posé le téléphone face contre la table. Ça n'avait pas d'importance. La vérité n'était pas un baume. Ce n'était pas une délivrance. C'était juste un poids de plus à porter. Certaines blessures ne saignent pas. Elles se calcifient, se durcissent, deviennent une partie de vous. J'ai remonté la couverture jusqu'au menton, le silence se refermant autour de moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas résisté. J'ai laissé le chagrin se blottir contre moi. Petit, froid, familier. Et j'ai compris. Parfois, la guérison ne ressemble pas à de l'espoir. Elle ressemble à ça. Survivre à la nuit, juste assez longtemps pour revoir le matin. Certaines fissures, une fois apparues, ne peuvent jamais être réparées. Tu ne peux que regarder les fondations pourries s'effondrer peu à peu. Et quelque part, bien au fond, sous la douleur et la colère, une minuscule étincelle de quelque chose de nouveau s'est éveillée. Pas de l'espoir. Pas encore. Mais peut-être quelque chose qui ressemble à la liberté. C'était un de ces jours où le ciel n'arrivait pas à choisir entre la pluie et le soleil. Les rues étaient humides, reflétant les néons dans des flaques laides et troubles. Je suis entré dans un petit café d'angle, du genre où le plancher grince sous les chaussures et où le menu est encore écrit à la craie effacée. J'ai commandé un thé que je ne finirais sûrement pas, puis me suis glissé dans une banquette près de la fenêtre, espérant passer inaperçu, espérant que le monde continue de m'ignorer comme il en avait l'habitude. Le lieu était presque vide, juste un homme plus âgé à la table voisine, tenant une tasse ébréchée comme si elle renfermait des secrets. Veste en velours côtelé. Regard doux. Le genre de visage qui évoque les grands-pères et les bibliothèques. Je l'ai vu me regarder une ou deux fois, comme s'il essayait de me replacer. J'ai baissé les yeux, feignant de m'intéresser à la pluie qui brouillait la vitre. Vous êtes du coin? Sa voix, usée par le temps, n'avait rien d'hostile. N'a plus ou moins, ai-je répondu sans lever les yeux. De petites banalités ont suivi, fragiles et polies. La météo. Comment la ville avait changé. La boulangerie en face qui faisait autrefois les meilleurs muffins aux myrtilles, avant d'être rachetée par une chaîne. Un instant, j'ai presque oublié le poids que je portais dans la poitrine depuis des jours, jusqu'à ce que je dise mon nom, et que je vois son visage se décomposer. Son sourire a vacillé. Sa main s'est resserrée autour de la tasse. Ce nom, je le connais, dit-il plus bas, comme s'il confessait quelque chose qu'il ne devait pas. Je travaillais pour les services sociaux. Ma gorge s'est serrée brutalement. Ce genre de panique qu'on ne peut pas expliquer, soudaine, aiguë, irrationnelle. Il s'est penché légèrement. Il y a longtemps, a-t-il dit, à l'époque où j'étais encore nouveau, fraîchement formé. J'ai hoché la tête, raide. Une non-réponse. Mon thé était oublié entre nous, refroidissant vite. Il a hésité, pesant ses mots. Puis, il a soupiré. Oh, tes parents, ils ont failli te confier à l'État. Ces mots ont frappé comme une gifle. Vif, cinglant, déroutant. Quoi? Il a tourné distraitement sa cuillère dans le café, sans me regarder. Détresse financière, disait-il. Ils affirmaient ne pouvoir en assumer qu'un seul. Ce n'était pas personnel. Juste,
de la survie. Mon esprit tournait, tentant de saisir la forme de cette nouvelle blessure. Ils avaient presque abandonné? Ils se sont rétractés à la dernière minute, ajouta-t-il. Peut-être qu'ils ont eu peur de la paperasse, ou peut-être que quelqu'un les a dissuadés. Ça arrive parfois. Il a bu une gorgée, tranquille, comme s'il n'avait pas brisé ce qui restait de mes illusions d'enfance. Je fixais mon reflet dans la vitre, pâle et tremblant. Avais-je jamais vraiment été à eux? Avais-je jamais été vraiment désiré? Ou n'étais-je que ce qui restait? Des centaines de souvenirs ont vacillé sous cette nouvelle lumière. Les spectacles oubliés, les anniversaires ignorés, les sourires crispés quand je faisais trop d'efforts. Ça avait toujours été là, n'est-ce pas? La façon dont il regardait Allison comme un trésor. Et moi, comme un fardeau, j'ai forcé ma voix à travers le nœud dans ma gorge. Est-ce qu'ils ont dit pourquoi c'était moi? L'homme m'a enfin regardé, avec une tristesse dans les yeux. Tu étais la deuxième née, dit-il simplement. L'extra. La pièce a vacillé. J'ai agrippé le bord de la table. Deuxième née. 12 minutes plus tard. 12 minutes qui avaient scellé mon destin. J'ai ri alors. Un son creux, cassé, qui ne semblait même pas venir de moi. Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû en parler. J'ai secoué la tête. Non, merci. Parce que mieux vaut une vérité brutale qu'un mensonge enjolivé. Mieux vaut savoir, enfin, pourquoi cette maison n'avait jamais été vraiment la mienne. Pourquoi l'amour avait toujours semblé conditionnel, fragile, glissant entre mes doigts, malgré tous mes efforts. L'homme s'est levé, posant quelques billets froissés sous sa tasse. Si ça compte, les enfants comme toi, ils grandissent souvent plus forts qu'on ne l'aurait cru. Je n'ai pas pu lui répondre. Je l'ai regardé sortir sous la bruine, sa veste tirée contre ses épaules. La clochette au-dessus de la porte a tinté tristement. Je suis resté là longtemps après que mon thé ait refroidi, fixant la rue grise à travers la vitre. D'une certaine façon tordue, tout faisait sens maintenant. Pourquoi ils ne s'étaient jamais battus pour moi? Pourquoi ils ne m'appelaient en que quand ils avaient besoin de quelque chose? Je n'étais jamais censé être la leur. Juste une erreur qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Jusqu'au jour où ils ont eu besoin de quelqu'un pour payer leurs dettes. Plus tard dans la nuit, allongé dans mon minuscule appartement, je suivais des yeux les fissures du plafond. Je n'étais pas en colère. Pas vraiment. C'était quelque chose de plus froid, de plus lourd. La lente et amère certitude que parfois, ceux qui sont censés t'aimer le plus sont ceux qui t'ont blessé bien avant que tu comprennes ce que c'est. Saigner. Et malgré tout, tu continues de tendre la main vers eux dans le noir. Mais plus maintenant. Plus moi. Certaines vérités ne te libèrent pas. Elles te montrent juste où sont les chaînes. Et si tu as de la chance, si tu as vraiment de la chance, tu trouves la force de les briser toi-même. La ville n'était qu'un flou de lumière clignotante derrière ma fenêtre. J'étais assise au bord du lit, le téléphone posé dans ma paume, trop tendu pour dormir, trop engourdi pour pleurer. Une nouvelle vibration. Un autre numéro inconnu. Pendant une seconde, j'ai pensé l'ignorer. Le laisser couler dans la mer des choses que je n'étais pas prête à affronter. Mais quelque chose, la curiosité ou peut-être l'autodestruction, m'a poussé à l'ouvrir. Salut, ça va paraître fou. Je m'appelle Nathan. Je crois qu'on est frères et sœurs. J'ai cligné des yeux, le cœur trébuchant. Frères et sœurs? Avant même d'y réfléchir, mes doigts ont tapé. Pardon. Quoi? La réponse est arrivée vite, comme s'il attendait. Je suis ton frère. Pas la même mère. Ton père, lui et ma mère, c'était il y a longtemps. Je viens juste de l'apprendre. Mes mains se sont crispées, tenant le téléphone trop fort. Papa. Notre père. Comment tu sais que c'est moi? Ai-je tapé. Un petit silence. Puis, registre de naissance. Vieille lettre. Ma mère a tout gardé. Elle pensait que, peut-être un jour. Bref. Je voulais juste que tu le saches. Je ne veux rien de toi. Les murs de la pièce semblaient se pencher, attentifs. Nathan a renvoyé un message presque timidement. J'ai passé des années à me demander pourquoi il ne m'avait jamais voulu. Je suppose que maintenant tu sais ce que ça fait aussi. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que ma vision se brouille. La cruauté parfaite de tout ça. Des enfants rejetés dans des maisons différentes, des vies séparées, mais le même vide là où un père aurait dû être. Je voulais dire quelque chose. N'importe quoi. Mais que dit-on à un miroir qu'on ne savait même pas exister? Ouais, ai-je fini par écrire. Ouais, je sais. Certains héritages ne sont pas écrits dans des testaments. Ils sont gravés dans les cicatrices.
Et parfois, la famine n'est pas un foyer où l'on revient. C'est juste une blessure avec laquelle on apprend à vivre. Le coup à la porte me fit sursauter. Sec, mesuré. Pas l'écoute désespérée d'une famille en quête de réponse, quelque chose de plus froid, professionnel. J'ai entrouvert la porte. Un homme se tenait là, costume impeccable, mallette argentée brillant sous la lumière du couloir. Bonjour, dit-il en ajustant ses lunettes. Randall, je suis l'avocat de votre grand-mère. Mon estomac s'est retourné. Ma grand-mère, je ne pensais plus à elle depuis des années. Un fantôme figé, dans de vieux albums photos et des souvenirs flous de Noël lointains. Il tendit une enveloppe épaisse. Elle a modifié son testament peu avant sa mort. Elle a laissé un petit héritage, uniquement pour vous. Je le fixai sans prendre l'enveloppe. Il s'éclaircit la gorge. Vos parents n'ont jamais réclamé ce qu'il fallait. Si vous n'agissez pas, ça expirera. Très bientôt. Combien? Ma voix était à peine audible. 25 000, dit-il simplement. C'est à vous, si vous le souhaitez. Ma main tremblait en attrapant l'enveloppe, le papier rugueux contre ma peau. Même ça. Même ça, ils avaient essayé de l'effacer. Randall esquissa un sourire crispé, presque bienveillant, puis tourna les talons sans attendre de remerciements. Je refermai doucement la porte derrière lui, le dos appuyé contre le bois. Peut-être que la liberté ne vient pas toujours sous forme de grands gestes héroïques. Peut-être qu'elle se cache dans de petites grâces volées, celles que l'on finit par revendiquer pour soi. Le coup à la porte fut léger, presque poli. Je n'attendais personne, surtout pas elle. Quand j'ai ouvert, Allison était là. Nouvelle coupe de cheveux, sac de marque négligemment posé sur l'épaule. Le même sourire creux qu'elle servait autrefois aux profs et aux petits copains. Elle n'a pas attendu qu'on l'invite. Elle est entrée d'un pas assuré dans l'appartement, laissant derrière elle un sillage de parfums sucrés mêlé à quelque chose de plus acide. Ah, il te demande maintenant, dit-elle, comme si elle annonçait qu'un chien perdu avait été retrouvé. Je suis resté près de la porte, les bras croisés. Ils ont besoin de quelqu'un, poursuivit-elle, en observant ses ongles, déjà lasses. Je suis resté. J'ai fait ma part. Elle leva les yeux, inclinant la tête, une expression de martyr parfaitement maîtrisée glissant sur son visage. C'est à ton tour. Il y avait une lueur derrière son regard, un soulagement, comme si me passer le fardeau était son dernier acte d'absolution. Tu es la fille, ajouta-t-elle doucement. Tu devrais être là. Les mots restèrent suspendus entre nous, collants et faux. Et toi? Ma voix était plus calme que prévu. Son sourire s'élargit, fragile sur les bords. J'ai une famille maintenant. De vraies responsabilités. Elle le dit comme si moi je n'en avais pas. Comme si ma vie n'était qu'une salle d'attente qu'elle avait dépassée. Tu devrais être reconnaissante, dit-elle. La famille, ça reste soudé. La loyauté, c'est tout. Le silence s'étira longuement entre nous. Dehors, une sirène hurlait, lointaine, indifférente. Je l'ai regardée, cette femme enveloppée de marques et d'illusions. Et j'ai vu, pour la première fois, clairement, la désespérance sous le glamour. Les fissures sous sa vie parfaite. La peur tenace que ni les fêtes ni les photos parfaites ne pouvaient cacher. Je ne la détestais pas. Je la plaignais. Et pour la première fois, je plaignais aussi la fille que j'avais été. Celle qui croyait que ressembler à Allison la rendrait enfin digne d'amour. Tu as choisi ta vie, dis-je doucement. Moi aussi. Elle cligna des yeux, un éclat d'incompréhension traversant son visage. Sans attendre sa réponse, j'ai rouvert la porte, cette fois pour qu'elle parte. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti comme celle qu'on laissait derrière. Le téléphone vibrait sur la table, une petite pulsation furieuse contre le bois. Une fois, deux fois, trois fois. Je le regardais s'allumer puis s'éteindre dans la pénombre de la pièce. Chaque appel manqué s'empilant comme un poids sur ma poitrine. Boîte vocale, encore. S'il te plaît, la voix de ma mère craqua à travers le haut-parleur. S'il te plaît, ne fais pas ça. Une autre vibration, un message de l'oncle Jeff. La famille, c'est la famille. Tu vas le regretter. J'ai fixé les mots, sans rien ressentir. Pas de culpabilité, pas de peur. Juste une douleur calme et constante. Le genre qui ne crie pas, il reste là, en toi, lourd et permanent. Le téléphone sonna encore. Numéro de l'hôpital, clignotant comme une alerte. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que le silence l'engloutisse. De l'autre côté de la pièce, l'enveloppe que Randall m'avait donnée restait posée, encore fermée sur le comptoir. Un avenir que je n'osais pas encore toucher. Une liberté qui sentait vaguement la trahison. L'amour pouvait-il vraiment pourrir comme ça? Quelque chose que j'avais tant désiré pouvait-il devenir si acide qu'il me donnait envie de détourner les yeux?
J'ai pensé à répondre, à leur donner encore une partie de moi, à me brûler vive juste pour les réchauffer, mais je me suis souvenu du mot sous la tasse ébréchée, des anniversaires silencieux, des chaussures usées pendant qu'une autre portait une couronne, et j'ai compris, ils ne pleuraient pas ma perte, ils pleuraient à ce que je pouvais leur offrir. Ce n'était pas de l'amour, ça ne l'avait jamais été. J'ai glissé le téléphone dans le tiroir. Je l'ai refermé dans un clic doux, définitif. J'ai choisi le silence. J'ai choisi la paix. J'ai choisi moi. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. Le chèque était bien plié dans la poche de mon manteau, les bords usés, ramollis entre mes doigts. Chaque pas sur le trottoir fissuré semblait plus léger, comme si le sol reconnaissait enfin que je n'appartenais plus à personne. La ville battait autour de moi. Les néons clignotaient, des éclats de rire s'échappèrent des terrasses de restaurants, et l'odeur du pain frais flottait depuis une boulangerie au coin de la rue. Une femme me frôla, portant des sacs de courses, et un enfant en pleurs. Elle ne me regarda pas. Personne ne le fit. Et, pour une fois, je n'en avais pas besoin. Je me suis arrêté au bord du trottoir, attendant que le feu passe au vert, respirant à plein poumon cet air froid qui piquait la gorge et avait un goût de nouveau. De liberté, peut-être. Un petit garçon en veste rouge tirait la main de son père à côté de moi. « Allez, papa !» dit-il en riant. Le père sourit, le suivit sans un mot. Quelque chose se serra dans ma poitrine, une tristesse vive et creuse, mais elle ne m'engloutit pas. Plus maintenant. Le feu passa au vert. J'ai descendu le trottoir. Pas d'applaudissements, pas de témoins. Juste le bruit régulier, sûr, de mes propres pas qui m'emportaient vers l'avant, dans le tumulte, vers l'avenir, vers le soleil. Et cette fois, personne n'était là pour me retenir.